L'histoire commence alors qu'un puissant et courageux aventurier se fraye un chemin dans un donjon. Il s'appelle Rent et sa bouche tombe presque par terre lorsqu'il rencontre un terrifiant monstre ailé avec de beaux biceps. Cette chose a l'air incroyablement puissante, car on voit qu'elle a une bouche à l'intérieur de son autre bouche lorsqu'elle crie. Rent n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et vient de réaliser qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. La bête géante aux allures de Digimon se dirige vers notre héros, qui ne peut s'empêcher de trembler. Il n'arrive pas à croire que cela lui arrive, alors qu'il pensait atteindre son objectif, de devenir un aventurier de classe Mithril. Cet objectif va probablement devenir bien plus difficile à atteindre, car la bête le mord avec ses deux bouches. Quelque temps plus tard, Rent est surpris de constater qu'il est toujours en vie, mais cette surprise est loin d'être comparable au choc qu'il ressent lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'est plus qu'un squelette. L'incrédulité l'ébranle jusqu'au plus profond de lui-même et il hurle d'horreur devant ce qu'il est devenu. Un regard dans le passé montre une époque où notre courageux protagoniste avait encore de la chair, des organes et des choses. Ce type n'a aucune idée de ce qui l'attend, et il est donc très optimiste à l'idée d'entamer une nouvelle journée d'aventure. Il est très tôt le matin, ce qui est typique pour les aventuriers, mais il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir faire la grasse matinée. Se lever tôt sera le moindre des problèmes de ce type, et il explique qu'il est un aventurier de classe bronze inférieure. Il est né et a grandi dans une ville bien trop petite pour figurer sur une carte, et la traverse pour trouver du travail. Ces emplois sont fournis par la Guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences spécifiques de l'aventurier. La Guilde procède probablement ainsi pour que les aventuriers stupides ne puissent pas tout gâcher et se faire tuer ou transformer en squelettes morts vivants. Il y a une tonne de boulot, allant de l'extermination de monstres à la collecte de matériaux. Des crétins ennuyeux interpellent notre garçon, et Rent leur explique qu'il va retourner au labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bon boulot. Ces dégénérés paresseux ne comprennent pas comment Rent peut travailler autant, et ils partent jouer à Fortnite. Rent explique que si la plupart des aventuriers aiment faire la fête, lui reste en solo. Ce n'est pas pour une raison cool de type rangé solitaire, mais parce qu'il n'est tout simplement pas très doué. Ce type est aventurier depuis 10 ans maintenant, mais il n'est encore que bronze, c'est-à-dire l'avant-dernier rang. Il gagne sa vie en vendant des objets grâce au petit boulot qu'il accepte, mais il est très économe. Ce type mène une vie plutôt ennuyeuse, car il essaie d'être conscient de chacun de ses mouvements. Mais il va vraiment tout gâcher, car nous le voyons entrer dans un labyrinthe qui va le changer à jamais. Dans ce donjon qui a été exploré à fond et complètement déserté, Rent est choqué de trouver un passage secret. C'est une découverte étonnante, car il est probablement la première personne à l'avoir trouvé, alors le mannequin n'hésite pas à l'explorer. Rand, qui n'a même pas de cerveau, passe un temps fou à réfléchir à sa situation. Il se demande s'il est vraiment mort. Puisqu'il conserve sa conscience et ses souvenirs, il se dit qu'il doit être vivant d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il est incapable de répondre à toutes les questions existentielles qui lui traversent l'esprit. Troublé par son état actuel, Rent décide de retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera probablement capturé et exécuté. Ne voulant pas mourir tout de suite, Ren recommence à s'interroger sur son existence, mais il se sent rapidement frustré et décide d'ignorer ses problèmes. Il doit sortir de la pièce le plus vite possible. En sortant, Rent réfléchit au labyrinthe. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment ils fonctionnent, mais ils existent partout dans le monde, remplis de monstres dangereux et de trésors précieux. Pour l'instant, les aventuriers sont occupés dans d'autres labyrinthes, mais des aventuriers solitaires arriveront probablement dans celui-ci dans quelques jours. Rand envisage de leur demander conseil sur sa situation, mais il se souvient alors qu'il n'a plus de langue pour parler. Alors qu'il réfléchit, un monstre squelettique apparaît et Rand se prépare à affronter son jumeau. Rand, qui n'a même pas de cerveau, passe un temps fou à réfléchir à sa situation. Il se demande s'il est vraiment mort.
puisqu'il conserve sa conscience et ses souvenirs. Il se dit qu'il doit être vivant d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il est incapable de répondre à toutes les questions existentielles qui lui traversent l'esprit. Troublé par son état actuel, Rent décide de retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera probablement capturé et exécuté. Ne voulant pas mourir tout de suite, Ren recommence à s'interroger sur son existence, mais il se sent rapidement frustré et décide d'ignorer ses problèmes. Il doit sortir de la pièce le plus vite possible. En sortant, Rand réfléchit au labyrinthe. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment ils fonctionnent. Mais ils existent partout dans le monde, remplis de monstres dangereux et de trésors précieux. Pour l'instant, les aventuriers sont occupés dans d'autres labyrinthes, mais des aventuriers solitaires arriveront probablement dans celui-ci dans quelques jours. Rint envisage de leur demander conseil sur sa situation, mais il se souvient alors qu'il n'a plus de langue pour parler. Alors qu'il réfléchit, un monstre squelettique apparaît et Rent se prépare à affronter. Ren ne peut même pas se déplacer correctement, tant il se sent lourd, et il se dit que cela doit avoir un rapport avec son manque de muscles et toutes les autres choses qu'ont les non-morts. Il était déjà assez faible en tant qu'humain, mais là, c'est encore pire. Ces squelettes étaient en fait assez faciles à vaincre pour lui, en tant qu'humain, mais maintenant, il ne peut même pas lever son épée sans tomber. Ren panique, se sentant totalement vulnérable, mais ce stupide squelette est encore pire que lui. Ren se rend compte qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée sophistiquée, puisqu'il n'est qu'un tas d'os flottants. Cependant, il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, cela fonctionne même s'il n'est plus vraiment humain, et il l'utilise pour améliorer ses capacités physiques. Sa puissance d'attaque augmentée, Ren détruit complètement le crâne de son adversaire, mais il est choqué lorsque l'objet se met à briller. Il se rend compte qu'il vient de récupérer l'énergie spirituelle qu'il venait d'utiliser et se demande ce qui peut bien se passer. En regardant dans le passé, il découvre une femme qui enseigne à Ren ce que sont les monstres. Ils ont une caractéristique mystérieuse. Avec le temps et l'expérience, ils évoluent vers des êtres plus grands. C'est vrai pour les humains aussi, puisqu'ils grandissent avec l'entraînement, mais les monstres sont d'un autre niveau. Elle prend l'exemple des squelettes. En général, les squelettes restent des squelettes, mais en de rares occasions, ils se transforment en ghouls. Ce phénomène est connu sous le nom d'évolution existentielle. Ren a une idée. Il pense que les ghouls sont aussi des morts vivants, mais qu'elles ressemblent aux humains puisqu'elles ont de la chair. S'il parvient à devenir une ghoul, il n'aura plus qu'à porter des robes et des masques, ce qui lui permettra de retourner en ville sans que les gens soient terrifiés par sa bonhomie. Ren est optimiste, car son nouvel objectif est de vaincre les monstres du labyrinthe et de devenir une ghoul. De retour en ville, l'ami de Ren est déçu qu'il ne soit pas revenu et décide de se préparer un dîner. Pendant ce temps, dans le donjon, Ren travaille. Il a déjà vaincu 5 squelettes, a retrouvé sa mobilité et a appris que la lumière de ses ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser l'énergie spirituelle à chaque combat. Ren décide de trouver des monstres plus forts et rencontre un slime. Les slimes sont encore considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer. Compter son jumeau. Les attaques physiques ne sont pas aussi efficaces sur ce type de monstre, mais Ren n'a pas la capacité d'utiliser la magie offensive. Tout ce qu'il peut faire, c'est allumer un feu, ce qui n'est pas adapté au combat. Il décide donc d'attaquer quand même avec son épée. Il n'y a que 2 façons de vaincre un slime, soit en perçant son cœur, soit en le brisant, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé l'attaque du slime, Ren contre-attaque et est choqué de voir qu'il a réussi à percer le cœur du slime. Il pense qu'il a eu de la chance, mais ne remet pas en question sa victoire. Il prend la pierre magique comme prix et ramasse le suintement de bave pour le revendre plus tard, car il est utilisé comme cosmétique pour améliorer l'apparence. À la guilde, 2 personnes discutent de la nouvelle recrue qui cherche un groupe à rejoindre. Ils ont envisagé de lui recommander de faire équipe avec Ren, mais il n'est pas venu ces derniers temps. La nouvelle ayant besoin d'argent,
Un membre de la guilde lui suggère d'aller dans un labyrinthe facile pour trouver des trésors et des matériaux. À son insu, ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Ren. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Ren réfléchit au fait qu'il ne ressent ni le sommeil ni la faim. Ce qui n'est pas grave, puisque tout ce qu'il mangerait finirait probablement par lui transpercer les os. Il s'est battu sans relâche, mais il devient évident que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues et il peut désormais utiliser le mana. Le plus surprenant, c'est qu'il peut encore utiliser sa divinité malgré son état de mort-vivant. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Ren utilise sa divinité pour faire durer du pain 3 jours de plus, en espérant que d'ici là, il aura un corps normal qui aura besoin de manger le pain. Pour l'instant, il se concentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. Ren est un homme conservateur. Il décide donc que s'il rencontre plus de 4 monstres, il s'enfuira. Il ne devrait pas en rencontrer plus de 5 dans ce labyrinthe de bas niveau, mais si c'est le cas, Ren se dit que c'en est fini de lui. Ren s'en veut alors beaucoup. Bien qu'il soit aventurier depuis 10 ans et qu'il s'entraîne depuis 20 ans, il se sent faible. Il a de l'énergie spirituelle, du mana et de la divinité. Mais cela ne lui suffit toujours pas. Même les aventuriers les plus gradés ont rarement les 3 capacités: énergie spirituelle, mana et divinité. Mais Ren aimerait avoir un seul pouvoir puissant. D'habitude, les gens comme lui, qui ne sont pas faits pour être aventuriers, abandonnent. Mais Ren s'est entraîné tous les jours, sans faillir, pour essayer de faire en sorte que ça marche. Il a même demandé à une fille de lui enseigner les monstres et la magie. Il a continué à s'efforcer d'atteindre son objectif, devenir un aventurier de classe Mithril. C'est le rang le plus élevé, et même les personnes naturellement douées ne l'atteignent pas facilement. Les aventuriers de ce rang sont ceux qui ont sauvé des nations entières. Rent est déterminé à devenir l'un d'entre eux, et même le fait d'être transformé en squelette ne l'arrêtera pas. Ren commence à éliminer de plus en plus de squelettes et se demande s'il devient plus fort que lorsqu'il était humain. Il finit par vaincre un autre Slim avec facilité et il devient certain qu'il devient plus fort. Après avoir récupéré de la bave, il s'apprête à continuer, mais cette fois-ci, il se passe quelque chose de différent. La lumière qui émane du slime est beaucoup plus intense qu'auparavant et son corps commence à changer. Des muscles commencent à se former sur tout son corps et des cheveux jaillissent de son crâne. Peu après, sa peau et ses yeux commencent à se régénérer. Lorsque le processus est terminé, Rent peut enfin émettre des grognements. Rent a réussi à se transformer en ghoul. Bien qu'il ressemble maintenant à un cadavre effrayant et desséché, il est heureux d'avoir à nouveau de la chair. C'est un grand pas dans la bonne direction. Plus important encore, Rent se rend compte que s'il continue à travailler dur, il pourrait même devenir un mort-vivant de rang supérieur, peut-être un vampire. Maintenant qu'il a de la chair, Rent essaye de parler. Mais tout ce qu'il en sort, c'est un rugissement. Il est heureux de pouvoir faire du bruit et fait une nouvelle tentative. Cette fois, il parvient à dire « bonjour » et « salut », bien qu'il ressemble plus à un zombie terrifiant qu'à quoi que ce soit d'autre. Il se dit qu'il va falloir s'entraîner un peu. Quelque temps plus tard, nous retrouvons notre protagoniste avec de la chair, en train de combattre des gobelins. Ces gobelins en surpoids sont très dangereux en grand groupe, mais Rent utilise la configuration du donjon pour en isoler quelques-uns. Rent a évolué en ghoul et possède enfin un peu de muscle. Il est plus agile qu'il ne l'était lorsqu'il n'était qu'un tas d'os. Cependant, ce qui est le plus surprenant, c'est que son mana, son énergie spirituelle et sa divinité ont tous augmenté. Notre héros devient plus fort rapidement, car il peut désormais non seulement se renforcer lui-même, mais aussi renforcer son épée. Il fait justement cela pour séparer les têtes des gobelins de leur corps, et se demande s'il est maintenant encore plus fort que lorsqu'il était humain.
À ce moment-là, Rent entend des combats au loin et voit que c'est la fille de la guilde. Cette blonde abat rapidement un squelette faible et Rent se réjouit, car cela fait si longtemps qu'il n'a pas vu d'humain. Rand doit se retenir de s'approcher d'elle, se rappelant qu'il est une goule hideuse et répugnante, avec une peau à peine attachée à son corps. S'il s'approche d'elle dans cet état, elle essaiera sûrement de le tuer ou fuira. Il décide donc de l'observer à distance comme un mort vivant inquiétant et remarque qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Rand en conclut qu'elle doit être une novice et explique qu'il connaît pratiquement tous les aventuriers de la ville. Il les connaît parce que les aventuriers peuvent être un groupe difficile. Ils ont tendance à se moquer des faibles, comme lui, donc il est utile de connaître leurs capacités et qui sont leurs alliés. Rand continue de la suivre comme un tracker et observe qu'elle rencontre un autre squelette. Il peut dire qu'elle a été bien entraînée, mais qu'elle est encore faible et qu'elle doit porter de nombreux coups pour vaincre. Rand sait qu'elle attend le moment parfait pour frapper, mais il remarque qu'elle ne prête pas attention à son environnement. Ceci s'avère être une grave erreur, car elle se retrouve acculée contre un mur. Mais elle montre sa détermination à devenir une vraie aventurière. Elle se bat héroïquement, mais le squelette la domine complètement. N'ayant pas d'autre choix, Rand se précipite pour la sauver, et elle est choquée de voir une goule hideuse devant elle. Rand espère qu'elle attaquera le squelette pendant qu'il le distrait. Mais cette fille est franchement inutile. Rand finit par trancher le squelette en deux et va vérifier l'état de la jeune fille. Malheureusement, il parle toujours avec une voix rauque de zombie, ce qui la fait paniquer lorsqu'il essaie de lui dire son nom. Rand montre clairement qu'il n'est pas son ennemi en jetant son épée, et elle réalise qu'il essaie de communiquer. Il lui explique qu'il est Rent, l'aventurier, et elle se demande s'il porte un genre de déguisement. Rent ne peut pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, si ce n'est qu'il est mort, mais qu'il est encore vivant. Elle remarque qu'il est différent des autres monstres et le remercie de l'avoir sauvé. Rand doit rassurer cette fille terrifiée en lui affirmant qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal, mais il lui demande son aide. Elle accepte d'acheter une robe pour qu'il puisse retourner en ville et il lui laisse garder la monnaie après qu'elles aient fait l'achat. Cette fille se présente sous le nom de Rhéna, la fille d'un chevalier, et elle promet de faire cela pour lui en guise de remerciement pour l'avoir sauvée. Elle s'en va, mais Rand ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle était prudente en sa présence. Un aventurier digne de ce nom signalerait un ghoul mystérieux comme lui à la guilde, mais Rand croit que cette fille qu'il vient à peine de rencontrer et dont il ne sait rien ne le trahira pas. De retour en ville, la première chose que cette fille fait, c'est courir à la guilde. La dame de la guilde, vue plus tôt, s'inquiétait pour elle, et Rhéna lui explique qu'elle a une question urgente à lui poser. Pendant ce temps, dans le donjon, Rent affronte un autre slime et confirme enfin qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne l'était en tant qu'humain. En réalité, non seulement il est plus fort, mais son corps bouge exactement comme il le souhaite maintenant. Rand détruit un autre slime en frappant parfaitement son noyau, et il commence à se demander si sa vision s'améliore également. Il suppose qu'il s'agit en fait d'une intuition de combat, quelque chose qu'on ne peut pas apprendre par l'entraînement ou l'étude. Rand ne peut s'empêcher de penser à l'ironie, car il n'a obtenu le pouvoir qu'il avait toujours voulu qu'après s'être retrouvé dans ce corps en décomposition. C'est alors que Rand est surpris de voir que Rhéna est revenue. Rand doit la rassurer qu'il n'est pas un autre ghoul, et il lui explique que les ghouls n'apparaissent pas dans les premiers niveaux comme celui-ci. Elle remarque que Rand s'est un peu amélioré dans sa façon de parler, et notre héros assidu explique qu'il s'est entraîné. Rhéna lui a apporté des vêtements, mais elle sursaute lorsqu'elle essaie de lui rendre la monnaie. Elle s'excuse d'être encore effrayée par lui parce qu'il ressemble à quelqu'un sorti du clip Thriller, et elle lui dit qu'elle finira par s'y habituer. Rand pense qu'elle a fait un excellent choix pour les vêtements, car la robe cache tout son corps et ressemble à quelque chose qu'une domestique porterait. Cette personne attentionnée lui a aussi apporté d'autres choses, et elle explique qu'elle a dû demander à quelqu'un où se trouvaient tous les magasins, car elle est nouvelle en ville. En plus des bottes et des gants, elle lui a aussi apporté des bandages. Cette fille a pensé à tout, expliquant qu'il peut les utiliser pour couvrir ses bras et ses jambes.
Ce geste touche profondément Rent, au point qu'il a envie de pleurer. Mais son corps décrépit manque de larmes et de glandes lacrymales pour le faire. Rent enfile tout et trouve que l'ensemble lui va plutôt bien. C'est beaucoup plus facile à porter et à bouger que ce qu'il imaginait, même s'il admet que sa visibilité est légèrement réduite. Il peut toujours se battre avec. Alors il dit à Rena que tout est parfait. Traduction en français. Elle commet une grosse erreur en lui montrant son visage désormais hideux, mais révèle ensuite qu'elle lui a apporté un masque. Rina savait que son visage difficile à regarder poserait problème, alors elle l'a acheté pour lui. Ce masque se colle à son visage comme s'il savait à quel point il devait être caché, et Rent est choqué de découvrir qu'il ne peut pas l'enlever. Ils paniquent tous les deux, et cette fille un peu écervelée explique qu'en y repensant, le magasin où elle l'a acheté semblait effectivement un peu louche. Ce n'était pas l'un des magasins que son ami lui avait indiqué, et elle l'a acheté parce qu'il était bon marché. Il ne coûtait que 3 pièces de cuivre, un prix ridiculement bas, mais elle explique qu'elle a vérifié s'il était maudit. Rien ne s'est passé lorsqu'elle l'a touché, mais Rent détermine que le masque doit avoir une malédiction qui s'active lorsqu'on le porte. Rina est stupéfaite de voir que Rent peut utiliser la divinité, et il se demande s'il peut briser la malédiction maintenant qu'il a plus de divinité. Malheureusement, il manque d'énergie, et elle s'excuse. Rent explique que le masque a réagi à sa divinité, alors tout ce qu'il aura à faire, c'est économiser de l'argent et demander au puissant prêtre de briser la malédiction. Il essaie de la consoler, mais recule lorsqu'il se rappelle qu'il est un monstre. Rena l'arrête cependant, ayant réalisé que Rent n'est pas une mauvaise personne. Elle lui dit qu'elle n'a plus peur, même si elle tremble encore. Rent lui répond qu'elle n'a pas besoin de se forcer et qu'elle peut prendre son temps jusqu'à ce qu'elle s'habitue vraiment à être avec un zombie pourrissant et décrépit. Rena promet que cela ne prendra pas longtemps et tous deux retournent en ville. En chemin, Rena explique qu'il n'y avait pas de mission pour les débutants comme elle dans la capitale, alors elle est venue à Malte. Rent est toujours surpris qu'elle ait voyagé jusqu'à cette campagne reculée, mais elle explique qu'elle veut voir le monde. Son objectif principal est de devenir plus forte et de devenir une aventurière accomplie rapidement. Rand suggère qu'il vaut mieux pour un aventurier d'être peureux comme lui, car on n'a qu'une seule vie à vivre. Elle est d'accord, pour une raison quelconque, et il plaisante sur le fait que les zombies comme lui sont rares, ce qui les fait éclater de rire, comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Lorsqu'ils arrivent à Malte, Rent fait remarquer que beaucoup de gens le connaissent là-bas, donc ils se rendront sûrement compte que quelque chose ne va pas s'il montre son identifiant. Il décide d'utiliser une autre porte, et Rent remercie sa nouvelle amie, car il n'aurait jamais pu arriver aussi loin sans elle. Elle dit que ce n'est pas grand-chose, mais il lui explique qu'il est un monstre, et que si elle l'aide à entrer en ville, elle sera considérée comme une criminelle. Elle pourrait perdre sa licence d'aventurière, et il ne veut pas lui causer ce genre de problème. Cette fille est déterminée, cependant, et explique que sans lui, elle ne serait pas en vie. Le squelette l'aurait tuée, alors elle ne voit pas d'inconvénient à risquer sa vie pour lui cette fois-ci. À l'entrée ouest, leur identité d'aventurier est confirmée, mais l'un des gardes n'est pas d'accord avec l'apparence inhabituelle de Rent. La situation devient tendue, car ils demandent à voir le visage de Rent, mais Rena explique brillamment que le masque de Rent est maudit et qu'il ne peut pas l'enlever. Elle ajoute ensuite que sa voix est déformée, parce qu'il a été horriblement blessé par un monstre. Rent montre son oreille défigurée comme preuve. Rena explique aux gardes que Rent a acheté le masque pour cacher ses horribles cicatrices, mais qu'il s'est avéré être maudit. Les gardes se sentent très malheureux, et Rent leur propose même d'essayer d'enlever le masque. Le garde en a la preuve, lorsque sa faible tentative d'enlever le masque échoue, et il permet à Rent d'entrer. Rent attribue à Rena le mérite de leur réussite, mais elle dit simplement que cela fait partie de son remboursement. C'est alors que Rent disparaît. Il la regarde le chercher désespérément, en se disant que c'est une bonne fille. Elle porte un équipement bon marché, mais bien entretenu. Elle sait aussi se battre et n'est pas si bête que ça. Mais surtout, elle est courageuse.
et Rent est persuadé qu'elle fera une bonne aventurière. Ran se dit que tous ceux qu'il a connus avec ce genre de talent ont fini par le quitter. Il doit la laisser pour l'instant, mais il promet de s'excuser auprès d'elle en face à face, une fois qu'il aura retrouvé son apparence humaine. Par la suite, nous voyons pourquoi Rent a vraiment laissé Rena derrière lui. Il va voir un coopérateur humain plus approprié, quelqu'un qui a un peu de passé et à qui il peut faire confiance pour garder des secrets. Rent entre dans une maison et trouve la coopératrice humaine qui lui convient le mieux, Lorraine. Il essaie de la réveiller avec sa voix dérangée, mais elle refuse. Il menace de lui laisser tomber un livre sur la tête pour qu'elle sache que c'est lui, mais elle est surprise de le voir tout couvert. Le loyer ne la prépare pas du tout, et Shackley se contente de lui montrer son bras macabre. Rien ne la prépare pas du tout, et Shockley se contente de lui montrer son bras macabre. En revenant un instant en arrière, on voit que Lorraine s'inquiétait pour Rent, et elle envisageait de demander à une guilde d'envoyer une équipe de recherche. Rent a frappé à la porte, ce qui l'a poussé à se demander pourquoi il n'était pas simplement entré. Elle a supposé qu'il s'était passé quelque chose, et elle a fait semblant de dormir. Lorsqu'il est entré, elle a pensé à quel point elle était soulagée qu'il soit encore en vie. Revenons au présent. Lorraine explique que, dans toutes ces années de recherche, elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait été mangé par un dragon et transformé en mort-vivant. Lorraine est sceptique quant à toute son histoire, mais étant donné l'aspect horriblement grotesque de son corps, elle détermine qu'elle n'a pas d'autre choix que de le croire. Rent est stupéfait par son calme, mais c'est à prévoir de la part d'une mage académique aventurière. Il est cependant assez évident qu'elle ne le considère pas vraiment comme un ami en ce moment, mais plutôt comme un sujet d'expérience. Lorraine le choque ensuite en lui demandant s'il est vraiment Rent, maintenant qu'il est mort-vivant. Rent explique qu'il a définitivement les souvenirs et l'esprit de Rent, mais que son corps en piteux état est bel et bien mort. Cependant, il ne sait pas si le lui actuel et l'ancien lui sont vraiment la même personne. Laissant de côté cette question insoluble, Rent explique qu'il veut toujours continuer à être un aventurier. Son corps peut ressembler à un cadavre en décomposition, mais Rent est toujours déterminé à atteindre le rang mithril, quoi qu'il arrive. Lorraine, étant une génie, comprend qu'il veut qu'elle accepte des missions pour lui, car il ne peut pas se rendre à la guilde dans son état actuel. Il ne peut pas non plus aller à l'auberge, alors elle lui propose de rester chez elle. En échange, il devra également l'aider dans ses recherches. Il sera très précieux, car personne n'a jamais eu la chance d'étudier un monstre capable d'utiliser l'évolution existentielle. Rent accepte, à condition qu'elle ne tente pas de le disséquer. Le lendemain, Lorraine coupe l'intermédiaire qu'est la guilde et paie directement Rent pour les pierres magiques et la substance gluante de slime qu'il a récupérée dans le donjon. C'est une somme importante, mais c'est parce que Rent lui rapporte toujours des matériaux de haute qualité. Ran décide d'aller chez le forgeron et se sent satisfait d'avoir les poches pleines d'argent. Mais ce bonheur disparaît lorsqu'il remarque que les gens semblent avoir peur de lui. Chez le forgeron, Ren s'excuse pour son apparence étrange en utilisant sa voix inhabituelle. Ren souhaite obtenir une nouvelle épée, et le forgeron peut deviner, en observant son ancienne épée, qu'il utilise de la magie ou de l'énergie spirituelle. Ren la surprend ensuite en révélant qu'il utilise en réalité la magie, l'énergie spirituelle et la divinité. Elle remarque que la capacité d'utiliser ces trois éléments est très rare et qu'il est seulement la deuxième personne à visiter leur boutique avec une telle aptitude. Ren souhaite que cela reste un secret et elle accepte, car cela fait partie des devoirs d'un forgeron. Le propriétaire de la boutique s'appelle Culp et il est très fier de son travail. La fabrication de l'épée prendra plusieurs jours et il souhaitera discuter avec Ren à plusieurs reprises tout au long du processus. De retour chez lui, Lorraine effectue des recherches sur les ghouls. Elles possèdent de grandes capacités physiques et peuvent survivre même après une décapitation. Elle préfère la viande d'animaux, en particulier celle des humains. Il existe quelques cas connus où de puissants monstres transforment des humains en morts vivants inférieurs.
Cependant, dans ces cas-là, les victimes perdaient non seulement leur personnalité, mais également toute forme de volonté et d'émotion humaine. Rand est un cas extrêmement particulier, et Lorraine détermine qu'il y a très peu de chances que Rand soit exactement la même personne qu'il était de son vivant. Cependant, elle est très proche de lui, et à ses yeux, il ressemble toujours à Rand. Un retour en arrière montre leur première rencontre, à une époque où la peau de Rand ne tombait pas de son corps. Lorraine venait d'accepter une mission, et quelqu'un lui avait demandé d'emmener le jeune Rint avec elle. Il n'était qu'un novice, donc elle n'avait pas besoin de le payer, et il avait simplement besoin d'acquérir de l'expérience. Lorraine explique que le monde lui semblait tellement ennuyeux. Même lorsqu'elle est devenue la plus jeune personne à obtenir le titre de grand docteur, cela n'avait aucun sens pour elle. Le titre de grand docteur permet de s'enregistrer comme aventurier de classe argent. Elle s'était rendue dans une nation lointaine sans prévenir personne, simplement parce qu'elle n'avait rien de mieux à faire. Pendant sa mission, on voit qu'elle a décidé d'emmener Rand avec elle, et il faisait son travail en tant que porteur de sacs. Elle réfléchissait à la prudence nécessaire pour récolter cette plante particulière, et s'était énervée en voyant que Rand en avait cueilli tout un tas tout seul. Lorraine allait le gronder puisqu'il ne savait pas à quel point il faut être délicat, mais elle fut choquée de réaliser que Rand l'avait fait parfaitement. À ce moment-là, un gobelin curieux est apparu, et Rand lui a donné des instructions pour utiliser un sort précis. Elle s'exécuta, et Rand fut stupéfait de constater qu'un aventurier de rang argent possède une magie d'un tout autre niveau. Le lendemain matin, Lorraine expliqua à Rand que ce n'était pas son premier combat. Elle était seulement déconcertée parce qu'elle avait l'habitude d'être accompagnée de nombreux gardes du corps. Lorraine réalisa ensuite quelque chose, et Rand avoua tout. Tout le monde était inquiet à l'idée qu'elle parte seule, alors ils avaient demandé à Rand de l'accompagner. On avait dit à Rand, un jour, de lire autant qu'il le pouvait sur les plantes et les monstres. Depuis, il l'a toujours fait, ce qui poussa Lorraine à lui demander de lui enseigner. Il semblait aussi savoir se déplacer aisément dans la forêt, et elle souhaitait apprendre cela également. Rand accepta, et c'est ainsi que tout commença entre eux deux. Il travailla dur chaque jour pendant les 10 années suivantes avec l'objectif de devenir de classe Mithril, et elle resta à ses côtés à faire les recherches qu'il adorait. De retour à la boutique, Rand remercia le forgeron d'avoir accepté de fabriquer son épée et lui serra prudemment la main. On remit à Rand une épée temporaire qui pouvait utiliser à la fois la magie et l'énergie spirituelle. Culp pouvait deviner que Rand avait des ennuis et se demandait pourquoi il ne venait pas simplement demander de l'aide. Culp en conclut qu'il devait être sous une sorte de malédiction, une très mauvaise, dont Rand craignait qu'elle puisse affecter leur boutique. Rand n'a jamais voulu causer de problèmes aux autres, alors il essayait de cacher son identité. Cependant, le fait qu'il puisse utiliser tous les types de pouvoirs, combiné à son séjour chez Lorraine, l'a aidé à mieux comprendre qui il est. Par la suite, Rand et Lorraine profitent d'un repas préparé par le chef Gordon Rancid. Rand ne mange pas cependant, car il n'a jamais faim. Lorraine explique ensuite que Rand est clairement différent de n'importe quel autre ghoul, ce qui doit avoir un lien avec sa capacité à évoluer existentielle. Elle se demande en quoi Rand évoluera ensuite, mais il n'en a aucune idée. Rand souhaite rester aussi proche d'un humain que possible, donc leur premier objectif sera de le faire évoluer. Cela signifie qu'il devra retourner dans le labyrinthe pour combattre des monstres et devenir plus fort. Dans le labyrinthe, un homme est en train de se faire attaquer par un slime et Rand arrive juste à temps pour le sauver. L'homme le remercie, car il peut maintenant survivre après n'avoir subi qu'une simple éraflure. Rand part immédiatement, réfléchissant au fait que les aventuriers sont censés être responsables d'eux-mêmes. Personne n'est obligé d'aider un aventurier, et s'ils meurent, c'est leur propre faute. Dans certains cas, il y a même des personnes malveillantes qui font semblant d'être en difficulté pour voler les aventuriers qui viennent les aider. Cela dit, Rand essaie toujours d'aider dès qu'il le peut. L'homme qu'il vient de sauver peut voir que Rand est très fort et lui demande s'il peut rejoindre son groupe.
Il explique qu'il vient de s'inscrire en tant qu'aventurier, mais qu'il est en réalité un chef cuisinier. Il possède un restaurant, mais il est lourdement endetté et doit rembourser 15 pièces d'or d'ici la semaine prochaine. Désespéré et novice en tant qu'aventurier, il était prêt à tout pour rejoindre un groupe, mais personne ne voulait lui donner une chance. C'est pourquoi il est venu dans ce labyrinthe, car on dit qu'il peut être fait seul. Rand pense que cela n'est vrai que si l'aventurier est déjà un peu fort, et il décide de rejeter la demande de l'homme. En partant, Rand se rend compte qu'il est peut-être un peu trop dur, alors il accepte finalement de le laisser le rejoindre. L'homme dit à Rand qu'il est fiable, mais Rand examine longuement la blessure de ce dernier. Rand réfléchit à la peur qu'il ressent parfois, la peur de ne plus être réellement lui-même. Rand emmène cet homme à l'entrée secrète, où il est devenu un mort-vivant. Mais il est déçu de constater que le dragon n'est plus là. Une déception supplémentaire envahit Rand, car il ne trouve aucun objet magique à cet endroit. Mais il découvre un autre passage caché. Le personnage secondaire sans nom pense qu'il pourrait faire fortune en rapportant tout cela à la guilde, mais se ravise rapidement en insistant sur le fait que Rand recevrait tout le mérite. Rand explique qu'il ne s'intéresse pas à la gloire et dit à l'homme qu'il peut simplement dire à tout le monde qu'il a tout découvert lui-même. En avançant dans le passage, ils trouvent une pièce vide et l'homme veut continuer à chercher un trésor. À ce moment-là, un cercle magique apparaît sur le sol et Rand essaie d'empêcher l'homme de s'y précipiter. Cet imbécile prend soudain confiance en lui et dit à Rand que tout va bien, car aucun monstre n'est en vue. Il devient évident pour Rand que l'homme ne voit pas le cercle magique, mais il est trop tard, car celui-ci le téléporte ailleurs. Il est impossible de savoir où il a été envoyé, mais ces cercles mènent généralement à un étage rempli de monstres ou à un endroit avec des pièges mortels. La décision la plus rationnelle serait d'abandonner cet idiot, mais Rand détermine que cela ferait de lui un véritable monstre. Rand décide à contre-cœur de le suivre et entre dans le cercle de téléportation. Il y trouve l'imbécile inconscient aux côtés d'un gigantesque squelette. Rand comprend alors qu'il se trouve en réalité dans une salle de boss et se prépare à combattre le gigantesque monstre.